Cette nouvelle lune est une carte très dense, tendue et surtout très relationnelle. On sent qu'il y a quelque chose qui se dévoile et que derrière, il va falloir choisir. Bienvenue sur Astre et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Je suis très heureuse de te retrouver pour l'analyse de cette nouvelle lune. Donc une nouvelle lune qui aura lieu en Capricorne et qui raconte une mécanique assez précise et surtout très actuelle. On sent qu'il y a quelque chose qui se dévoile et qu'ensuite, il va falloir choisir. Le fil conducteur est assez clair, tu vas le voir. Une révélation, puis des conséquences, ensuite un pacte qui se précise et enfin un tri dans les alliances. Avant d'aller plus loin, si ce contenu t'aide, pense à t'abonner, à liker la vidéo et si l'option t'est proposée, n'hésite pas à la booster. Ça fait vraiment une énorme différence pour faire connaître mon travail. Merci du fond du cœur pour ton aide. Installe-toi confortablement et c'est parti pour l'analyse de la nouvelle lune en Capricorne. Alors, on va commencer par poser les coordonnées, donc, parce que rien que ça raconte déjà énormément. Cette nouvelle lune a lieu au 28e degré du Capricorne et elle tombe donc en maison 5. La maison 5, c'est vraiment la scène, ce qui s'exprime, ce qui se voit, ce qui prend de la place. Ça peut parler de création, de visibilité, d'ego aussi, de rapports affectifs, bref, de tout ce qui sort de nous et qui, à un moment ou un autre, devient observable sur la scène publique, quoi. Le Capricorne, lui, c'est la structure. Il fait pas dans le flou, le Capricorne. C'est une énergie de réalité, de responsabilité et surtout de conséquences, ou tout du moins d'assumer les conséquences. On est sur quelque chose de très concret. Ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on choisit produit un effet. Là, ce qui est très intéressant, c'est que cette nouvelle lune, elle n'est pas seule du tout dans son coin. Elle est au cœur d'un énorme paquet en maison 5. Regarde le stellium énorme. On a Mars et Mercure, 26 degrés du Capricorne, puis la lune et le soleil au 28e degré. Puis, on bascule dans le Verseau avec Vénus, Pluton et Vesta, mais toujours en maison 5. Donc, en fait, on a une conjonction qui va de Mars, Mercure, Lune, Soleil, Vénus, Pluton, Vesta. Et ça, c'est une signature vraiment énergétique très puissante. On n'est pas sur tout un tas de sujets à la fois. On est sur un seul récit hyper concentré au même endroit. Ce récit est renforcé évidemment par les aspects. Tout d'abord, la lunaison fait un trigone à Uranus rétrograde en maison 9, en taureau intercepté. L'axe taureau-scorpion est intercepté dans cette carte. La lunaison est aussi en trigone au milieu du ciel, qui se trouve donc au degré 0 des Gémeaux. Donc, degré 0, c'est toujours un nouveau cycle. Donc, il y a quelque chose qui peut bouger au niveau des croyances, du cadre mental, de ce qu'on pensait vrai, mais aussi au niveau de la direction, de la visibilité, de la façon dont les choses se diffusent. Le Gémeaux au milieu du ciel, c'est très parlant. On est dans une carte où l'information circule, où le récit compte, où ce qui est dit a un impact. Ensuite, la lunaison fait aussi un sextile au fond du ciel, un sextile à Neptune et un sextile à Saturne qui maîtrise cette lunaison. Donc, Saturne ici est très important. Pourquoi est-ce qu'il maîtrise la lunaison? Eh bien, parce que la lunaison se déroule en Capricorne. Donc, Saturne fait partie de l'ossature du thème, en tout cas de l'ossature de la lunaison. On est donc sur une carte où, derrière ce qui se déclenche, il va être question de cadre, de limite, mais aussi de conséquences. On a aussi un semi-sextile à Pallas en Verseau en maison 6. Je le note ici parce que ça apporte une nuance intéressante. Pallas, c'est la stratégie, la lucidité, l'intelligence froide. Et la maison 6, eh bien, c'est la maison du réel, du quotidien, de l'organisation. Donc, du qu'est-ce qu'on fait maintenant concrètement? Il y a donc ici une notion qui est, il va falloir s'adapter intelligemment. En bref, les coordonnées de la lunaison plus ses aspects, ça donne déjà la couleur. On est sur une nouvelle lune très dense, très active, et surtout très orientée vers ce qui se voit, ce qui se dit et ce qui oblige à prendre une décision. Ok, on va préciser un petit peu le stellium en maison 5 parce que c'est vraiment lui qui donne le rythme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lire le stellium comme une mécanique en chaîne. Ça marche par un déclencheur, ça ouvre un cycle,
Ça bascule sur une question de valeur et ça finit sur quelque chose d'irréversible. Le premier élément, c'est Mars et Mercure en conjonction exacte, d'accord, au 26e degré du Capricorne. Ça, c'est une signature très claire. On est sur l'acte plus la parole, une annonce, une mise au point, une rupture de ton, un message qui change l'ambiance. Mars donne l'impulsion, Mercure met des mots, et ensemble, eh bien, ça sort, quoi. Là, ce qui est assez dingue, c'est que ça colle aussi parfaitement au par arabe. Je ne sais pas comment je vais faire là au niveau de la carte. Je vais essayer d'alterner les deux cartes ou je ne sais pas où je mets les deux l'une à côté de l'autre. Je n'ai pas spécialement le temps de faire un gros montage vidéo non plus. En tout cas, la part de nécessité et la part de courage sont toutes les deux en conjonction exacte à Mars et Mercure qui sont eux-mêmes en conjonction. Donc là, la carte, elle insiste. Ce n'est pas juste on a envie de dire quelque chose, c'est plutôt il faut le dire. Il n'y a pas le choix, il va falloir être courageux. Il y a ici une nécessité de parler, d'agir, de poser une vérité, même si clairement ça semble absolument inconfortable. Et les aspects viennent renforcer ce déclencheur. Mars-Mercure font un trigone à Uranus rétro en maison 9, en taureau, intercepté, je le rappelle. Et ils font aussi un trigone au MC en gémeaux. Donc ce qui est dit ou fait peut avoir un écho. Ça peut toucher le récit, le cadre mental, l'opinion. Ça peut aussi se diffuser, se voir ou prendre une tournure plus publique, en tout cas, au sens très large. En même temps, Mars et Mercure font aussi un carré à Chiron en bélier en maison 8. Et ça, c'est un point vraiment clé, hein, parce que Chiron, là, le carré, c'est pas juste un petit aspect de douleur, tu vois. Chiron, il est maîtrisé par Mars. Et il est en maison 8, une maison qui parle d'intime, de pouvoir, de pacte aussi, de pacte invisible, et qui est évidemment, comment dirais-je, gouvernée aussi par Pluton, parce que maison 8. Donc on se retrouve avec une blessure qui est prise dans une dynamique Mars-Pluton. Ça touche à la fois l'impulsion, la réaction, le rapport de force. Et en même temps, ça touche ce qui est profond, ce qui est caché, ce qui engage. Et ce n'est pas tout, parce que Chiron fait aussi un carré à Jupiter rétrograde en Cancer en maison 11, regarde. Donc, la blessure, elle n'est pas du tout isolée. Elle vient aussi toucher la sphère des alliances, du cercle, du groupe, tu vois, des amis, des soutiens et du clan aussi. Jupiter rétro, en plus, forcément, c'est une révision. On revoit une croyance, on revoit une loyauté, on revoit une appartenance en Cancer. Chiron, carré Jupiter, ça peut être très parlant dans une carte qui parle de retournement d'alliance, tu vois. Parfois, ce qui fait le plus mal, c'est pas franchement l'événement en lui-même, c'est qui est impliqué, qui on pensait être dans notre camp, qui est-ce qu'on pensait fiable et qui finalement l'est pas tant que ça, quoi. Chiron fait en plus aussi un semi-carré au descendant en Poisson, donc la blessure, Chiron, qui vient comment dirais-je, impacter directement la zone du partenariat, du pacte relationnel. Et ça, encore une fois, eh bien, ça nous ramène à cette idée. Ce n'est pas juste une tension, c'est un aspect qui peut mettre le doigt sur, j'allais dire, une cassure dans le lien. D'autant plus que le descendant, il est en poisson, donc il est maîtrisé par Neptune. Et Neptune, dans cette carte, regarde, il est au degré 29 des poissons en maison 8. Hein. Donc, on retombe encore sur la même symbolique. Le lien, hein, descendant en poisson, est aspiré dans une zone maison 8, donc une zone de fusion, de dépendance, de contrôle. Ça peut être des pactes invisibles aussi. Là. Et comme la maison 8, évidemment, c'est une maison plutonienne, ça renforce l'idée que quelque chose dans le partenariat peut être obligé de se transformer ou de se terminer. D'autant plus que Vénus est en conjonction à Pluton dans le thème ici, et que Vénus maîtrise la maison 7. Donc là, tu vois déjà que Mars-Mercure ne déclenche pas juste une discussion. Là, il déclenche une parole ou un acte qui touche une blessure profonde, ou en tout cas qui va venir la déclencher. Cette blessure touche directement aux alliances et ça vient impacter évidemment toute la zone relationnelle du thème. Néanmoins, je tiens quand même à préciser quelque chose, c'est que la carte n'est pas du tout hors de contrôle ici. Hein. Mars et Mercure sont aussi en sextile à Saturne. Saturne qui est le maître ici. Donc, le maître de Mars et Mercure parce qu'ils sont en Capricorne. Donc, il y a à la fois le feu et le cadre.
ça sort, oui, hein, ça s'exprime avec Mercure et Mars, mais ça s'exprime dans une carte qui parle de conséquences, de limites, et aussi évidemment de responsabilité avec l'énergie saturnienne. Donc, juste après le déclencheur là dans ce stellium, Mars, Mercure, et bien on a la lunaison. Soleil et Lune en conjonction, évidemment exact, nouvelle Lune oblige, en Capricorne, toujours en 5. Donc là, c'est le point de bascule, parce que la nouvelle Lune, on ouvre un cycle. Mais ce n'est pas un cycle où on se raconte des histoires ici. Hein. C'est un cycle où, justement, le retour au flou devient très, très difficile. Donc ça, pour le coup, pour nous, je pense sincèrement que c'est quelque chose de positif, même dans nos vies à titre individuel. Hein. Parce que tu vois, avec une nouvelle lune au cœur d'un stellium tel que celui-ci, ça donne une impression très forte. On enclenche quelque chose et ça ne va pas s'arrêter. Là, on est vraiment sur un vrai nouveau départ, quoi. Ensuite, on bascule dans l'énergie du Verseau, avec Vénus au degré 1 du Verseau. Pour moi, Vénus ici, c'est vraiment la charnière, parce que Vénus, c'est la valeur, le lien, notre système de valeurs, donc ce qu'on accepte, ce qu'on refuse, ce qu'on considère comme juste, ce qu'on considère comme digne hein, en maison 5. Donc le Verseau amène cette idée de changement de modèle. On ne fonctionne plus comme avant, en tout cas on ne fonctionnera plus comme avant. Donc là, dans cette mécanique, on passe directement de il s'est passé quelque chose, ça a été dit, ok, mais maintenant, qu'est-ce que ça vaut et qu'est-ce qu'on accepte dans le pacte? Et enfin, on arrive sur Pluton en conjonction exacte à Vesta, en 5 toujours, mais en Verseau. Hein. Là, on est sur l'irréversible. Ok, Pluton, c'est évidemment là la vérité nue, hein, la révélation, la bascule profonde. Et Vesta, c'est le feu sacré, l'intégrité, la dévotion à ce qui est essentiel. Donc ce duo dans la continuité, tu vois, de Vénus pose une question. Qu'est-ce qui est intègre et qu'est-ce qui ne l'est plus? Qui est intègre et qui ne l'est plus? C'est pour ça que ce cycle ne demande surtout pas d'être plus sage, il va demander de voir clair et de trancher dans les alliances. Ok, on va aller gratter un petit peu Saturne, parce qu'évidemment Saturne ici, c'est le big boss. Hein. Saturne en maison 7 en poisson. Aussi, je le précise, il est vraiment le big boss, parce que Saturne est aussi le premier maître des Verseaux. Donc là, il maîtrise j'allais dire vraiment en big boss, quoi, mais tout le stellium et la partie en Capricorne et la partie en Verseau. Et évidemment, la partie en Verseau, eh bien, il la co-maîtrise avec Uranus rétrograde en Taureau, maîtrisé donc en Taureau par Vénus. Ok, Saturne en maison 7, donc Saturne maîtrisé par Vénus pour la maison 7, et en Poisson, donc co-maîtrisé par Neptune et Jupiter. Donc, maison 7, on est sur un pacte, une alliance, un lien qui ne peut plus rester dans une zone grise. Non, ça c'est terminé. Le Poisson, lui, évidemment, il peut flouter. Mais Saturne, lui, c'est l'inverse. Il oblige à clarifier. Saturne, il met les deux pieds dedans. Hein. Et ces aspects montrent que Saturne n'est pas contre ce qu'il va se passer. Au contraire, Saturne, il canalise. Regarde, Saturne fait un sextile à Mars-Mercure, au Soleil et à la Lune. Donc, ce qui se déclenche par la parole, par l'acte, parce que même la parole, le verbe, c'est le premier acte de tout. Hein. Voilà. Donc, la parole est déjà un acte à part entière. Ce qui se déclenche donc par la parole et l'acte, ce qui s'ouvre avec la lunaison est immédiatement ramené vers un cadre, des limites et ses conséquences. Il faut aussi un sextile à Uranus rétrograde intercepté en Taureau. Uranus qui donc co-maîtrise avec lui la partie en Verseau. Ça montre un changement de modèle possible, mais attention, qui cherchera à être très structuré. Il y a aussi un trigone Saturne fond du ciel au degré 0 du Sagittaire, donc ce qui se joue dans le pacte touche la base, les racines, l'intimité. On peut constater aussi un semi-sextile avec Pallas en Verseau maison 6, donc on retrouve l'idée de stratégie, d'adaptation, de lucidité aussi. Hein. Donc ici, Saturne en 7 nous dit que le lien est mis au pied du mur. Ce qui a été dit, ce qui a été révélé, ce qui a été compris doit se traduire par un positionnement clair dans le pacte. On arrive maintenant à la zone qui explique très bien pourquoi cette carte peut donner une impression de retournement, voire même, je vais poser le mot de trahison. D'accord ? La cuspide de la maison 3, elle est en balance. Donc, en façade, on a quelque chose qui peut paraître propre, diplomate, très maîtrisé.
La balance, évidemment, c'est la forme, l'image, la manière de dire les choses. Qui plus est, balance maîtrisée par Vénus, qui renvoie directement au stellium à la maison 5. D'accord. Vénus en conjonction très proche avec Pluton. Et regarde, c'est assez rigolo, si on peut dire ça, c'est que on plonge très vite dans l'énergie du Scorpion dans cette maison 3. Donc là, l'ambiance, elle change. Le Scorpion, c'est les non-dits, les doubles discours, les vérités enterrées, les jeux de pouvoir aussi, les joutes verbales, tu vois. Cette zone est maîtrisée donc par Mars et Pluton, ce qui accentue encore l'idée d'un rapport de force, d'une vérité qui finit par se dévoiler. D'ailleurs, probablement que ce ne sera pas fait exprès, mais tu vas voir, j'y viens. Il y a la part de l'accident et la part de la révélation qui se trouve en maison 3 en Scorpion. Autrement dit, ce qui était caché peut sortir par un détail, par un imprévu, une fuite, une maladresse. Et en un instant, la lecture d'une situation pourra totalement changer. En plus, il y a Lilith dans le coin. Donc, en Scorpion en maison 3. Alors, pas la Lilith moyenne. Lilith moyenne, elle se trouve en maison 4. Mais, regarde, tu as quand même Lilith vraie en Scorpion maison 3. Donc, ça renvoie ici à un travail sur la mémoire. Tu sais quoi, ça me fait même penser au... comment ça s'appelle? Les cadavres dans le placard, tu vois, à une vérité qu'on voulait pas forcément regarder ou on n'a pas trop envie que ça se sache. Bah, malheureusement, ça va se savoir. Enfin, heureusement. Moi, personnellement, je préfère toujours savoir les choses. Hein. Enfin. Et puis, bah, Pluton, hein. Regarde Pluton en Verseau, en 5, en conjonction à Vesta. Donc, il est pris dans la dynamique globale, lui aussi, du stellium. Il ferme même la marche avec Vesta. Hein. C'est Mercure et Mars qui ouvrent et Pluton ferme la marche. Pluton fait un trigone au MC. Donc, ce qui se joue peut donc toucher vraiment au récit, à la direction du récit, et lui donner une forme de visibilité, parce que le milieu du ciel, évidemment, c'est une maison publique, mais la maison 5, c'est aussi une maison très voyante, tu vois. Pluton fait aussi un sextile au fond du ciel, donc ça touche encore une fois à l'intime, aux racines. Le fond du ciel regarde dans Sagittaire, donc maîtrisé par Jupiter, pour le signe évidemment, et par la lune pour la maison. Donc cette articulation montre que ce qui se révèle peut avoir des conséquences à la fois sur le cercle, le collectif, l'appartenance, mais aussi sur la base intime, sur le chez-soi, le chez-nous. Le tableau ici est donc très cohérent, une façade balance mais un fond scorpion, une révélation qui peut changer la place de chacun. On va regarder un petit peu l'ascendant qui se trouve en Vierge. Donc la Vierge, c'est une énergie de tri, de lucidité, de précision. La Vierge a besoin de preuves, elle récolte du factuel et puis elle donne forme à l'informe. C'est-à-dire que l'énergie de la Vierge est l'énergie qui donne de la forme à l'intuition. Et là, il y a plusieurs parts arabes hyper intéressantes. La part de dispute au degré 7 de la Vierge, en conjonction avec la part des amis, la part des ancêtres, et tout cela en conjonction à l'ascendant. Donc, ça décrit une tension, une mise au point, une friction, ça va se fighter ici. Hein. Une tension dans l'alliance, dans le cercle, et puis sur fond de mémoire quelque part. Hein, parce qu'évidemment, la Vierge, elle est mercurienne, et donc Mercure maîtrise aussi la maison 3 qui commence en balance et qui se clôt en scorpion. Ah oui, et je l'ai dit au tout début, mais le scorpion est intercepté en plus ici. Hein. Donc ça renforce aussi l'idée d'inattendu. Le fait, tu vois, de voir amis et ancêtres ensemble comme ça, à cet endroit, ça relie une dynamique actuelle à quelque chose de plus ancien, de plus profond, comme un schéma, une loyauté. En tout cas, une loyauté qu'on avait envers quelqu'un qui semblait faire partie des nôtres. Hein. Ici, on est donc à la cuspide de l'ascendant de la maison 1. Et finalement, il y a quelque chose qui va remonter et on va se demander, mais attends, finalement, tu es mon ami ou mon ennemi, toi? La dispute ici n'apparaît pas comme un simple conflit. Hein. Elle ressemble plutôt à un moment où la vérité change la place de chacun, où finalement je te vois sous un autre jour, je vais changer de lunettes, là, je vais changer de prisme de lecture. Alors cette carte n'insiste pas seulement sur la révélation, elle insiste sur le fait que la révélation touche vraiment le pacte. Regarde, ça j'ai trouvé ça dingue. La part inattendue est en conjonction à Junon. Tiens. Après la part accident et révélation en maison 3, on a la part inattendue sur Junon. Bon, bah écoute, si c'est pas un peu une, une énergie de timing absolument parfaite là. Donc Junon, évidemment, c'est l'engagement, le pacte, l'alliance, le nous, mais contractualisé. La part inattendue sur Junon peut donc indiquer une surprise dans un engagement.
renégociation, reconfiguration, rupture de contrat au sens large. Les aspects de Junon renforcent cette lecture. Junon, carré Cérès, bélier, maison 8. Donc ça crée une tension entre le pacte et la question du soin, mais de la protection aussi, de ce qu'on doit à l'autre comme protection. Dans une maison 8 qui parle donc de dette aussi, de dette invisible, des choses qu'on se transmet de génération en génération. Évidemment, c'est la maison 8, donc aussi le rapport de force, et puis les dépendances. Junon, trigone, part de fortune. Trigone aussi ascendant. Donc, ce qui se décide dans le pacte a un impact direct sur la trajectoire concrète, sur la façon de se positionner. Et donc, de se positionner aussi par rapport, eh bien, comme on l'a vu un peu plus haut, par rapport à la dispute, la part de dispute, la part amie, la part ancêtre. Junon sextile descendant, sextile nœud nord. Même si cela bouscule, un mouvement évolutif est suggéré derrière la reconfiguration du lien, comme si la carte poussait à remettre l'alliance au bon endroit ou à quitter ce qui n'est plus juste. Je pense qu'on va se manger une rafale de divorce aussi, peut-être. D'un point de vue collectif, c'est très parlant, mais d'un point de vue individuel, évidemment que ça va aussi nous toucher les uns les autres. Donc ici, Saturne en 7 reprend tout son sens. Saturne pose les termes, Junon contractualise et l'inattendu vient forcer la clarification. Dans cette carte, l'entre-deux devient très difficile à tenir, voire impossible. Pour compléter le tableau, on va aller regarder un petit peu la partie clan, communauté, allié. Parce que cette carte ne parle pas seulement d'un pacte à deux, elle parle aussi d'appartenance, de cercle, de loyauté collective. Ok, le fond du ciel est au degré 0 du Sagittaire. Le fond du ciel, évidemment, c'est la base, c'est le socle d'où on part, ce qui sert la fondation. Le Sagittaire, quant à lui, eh bien, renvoie à la vision, au sens, aux croyances aussi, mais aussi à la notion ici, du coup, de tribu, d'accord, avec le Sagittaire sur le fond du ciel, ce à quoi on appartient, ce que l'on considère comme vrai, ce qui structure finalement nos fondations. Donc le maître du Sagittaire, eh bien c'est Jupiter. Jupiter rétro en Cancer en 11. Donc là, le message, il est assez net. On est sur une révision des appartenances. La maison 11 parle de réseau, des amis, des alliés, des groupes, de la communauté. Le Cancer parle d'attachement, de protection, de loyauté, comment dirais-je. On fait famille ici en maison 11 en Cancer. C'est le clan. Avec Jupiter rétro, il y a quelque chose qui revient sur la table. On reconsidère une alliance, on réévalue un soutien. On se demande très concrètement qui est dans mon camp, qui protège qui se fout de la gueule de qui ici. Bon, on verra. Ce point est renforcé par la coloration uranienne, évidemment, de la maison 11, parce que Uranus, il est rétro, et en plus, il est intercepté en taureau en maison 9. Donc, Uranus maîtrisé par Jupiter. Donc, ce qu'on observe, c'est une dynamique de retournement dans les réseaux et les cercles. Des alliés peuvent changer de visage. Un groupe peut se reconfigurer. Une appartenance peut être remise en question. Et comme Uranus en taureau, il y a derrière une question de valeur et de sécurité. Ce qu'on pensait stable, en fait, fiable, mais plus que ça, ce qu'on pensait être acquis peut tout à coup là éclater. En plus, comme évidemment ça se passe en maison 9, bah là, ça touche vraiment aux croyances, au positionnement, au récit. Tout revient donc à la même mécanique. Ce qui est révélé, ce qui est mis au jour, ne produit pas seulement une conséquence dans un pacte, cela produit aussi un tri dans le cercle. C'est quelque chose qui aura une conséquence plus large. Pour conclure, ce que raconte cette carte, en fait, c'est assez simple à résumer. D'abord, il y a un déclencheur, Mars-Mercure en Capricorne, renforcé par les parts de nécessité et de courage. Donc, on est sur un acte, une parole, une annonce, une mise au point, quelque chose qui sort et qui enclenche. Ensuite, il y a une révélation imprévue, la part accident conjointe à la part révélation, en maison 3, en Scorpion. Donc, une information, une maladresse, peut-être, une fuite en tout cas d'informations qui change le récit. Et après, il y a la conséquence dans le pacte. Saturne en maison 7 et l'inattendu sur Junon. Donc, le lien ne peut plus rester dans l'entre-deux. Il va se clarifier, se requalifier, se renégocier aussi. Et pour certains, se terminer totalement. Et puis, cela va forcer un tri dans les loyautés. Fond du ciel en Sagittaire, Jupiter rétro en Cancer, maison 11. Et évidemment, Uranus qui maîtrise tout cela, qui reconfigure le réseau.
Donc, on réévalue les appartenances, qui est allié, qui ne l'est plus, qui protège qui, bas les masques. Et tout cela va se jouer sur une scène, quoi. Hein. La maison 5, c'est une scène. Ce qui est déclenché prend une forme très visible, s'exprime, se manifeste. En tout cas, ça va obliger un positionnement très clair. Donc voilà l'essence de cette nouvelle lune. Une vérité qui sort, des conséquences, un pacte qui ne pourra plus rester flou et un cercle qui se réorganise. Évidemment, même si cette lecture reste collective, elle va résonner dans nos vies intimes, à titre individuel, parce qu'au fond, ça va venir toucher nos liens, nos pactes, nos loyautés. Ça pourra aller jusqu'à la rupture, je pense, pour certains et certaines parmi nous, oui. Quand je parle de rupture, oui, je parle évidemment de relations amoureuses, mais pas que. Hein, les ruptures amicales sont des ruptures éminemment douloureuses. Celles et ceux qui en ont déjà vécu réellement pourront en témoigner. Ça peut être aussi intérieur pour certains et certaines parmi nous. Tu vois, des prises de rupture intérieure, des prises de décision qui vont nous faire rompre des pactes intérieurement. En tout cas, avant de te laisser, je voudrais quand même terminer sur une note lumineuse. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est la part d'espoir qui est en conjonction à Pallas, en Verseau, en maison 6. Comme si la carte rappelait que au milieu de l'intensité, il y aura de la lucidité. Il y aura le discernement. Il y a du discernement dans cette carte. Et ça, c'est chouette. Il y aura la capacité de choisir ce qui est juste sans se faire flouer. Bon oui, certains et certaines parmi nous se feront flouer. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein? Mais les énergies sont présentes, en tout cas, pour nous aider à ne pas tomber dans le panneau. Alors oui, il y aura certainement des deuils à accomplir ici. Il y a une forme de deuil d'anciens pactes, deuil d'anciennes relations, deuil d'anciens accords, mais aussi d'anciennes illusions. C'est très dur de faire le deuil d'une illusion. Ah oui, c'est très dur. Et en plus, comme Vénus parle d'illusion aussi dans nos thèmes, et que là, elle est en conjonction à Pluton. Pluton, par contre, il n'y a pas d'illusion. Alors ça, avec Pluton, c'est dead. Et comme Neptune se retrouve à 29 degrés du Poisson, fin de cycle, le Poisson qui est à la base en cuspide de maison 7, Neptune qui se retrouve donc maîtrisé ici par Pluton en maison 8. Ah ouais, non, mais ça sent vraiment la fin de relation. Et donc le deuil des relations passées. Ce deuil n'est pas là pour nous punir, il est là pour libérer et remettre les alliances au bon endroit. Moi, je trouve que c'est éminemment positif. Même si, oui, ça va remuer. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Écoute, j'espère que cette analyse t'a plu. N'hésite pas à me dire ton ressenti en commentaire. Je vais voir comment je peux afficher les cartes. Parce que d'habitude, je vous mets donc en gros au milieu la carte du thème. Mais là, j'aurais bien voulu aussi vous afficher la carte des parts arabes. Bon, je vais voir. En tout cas, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout se passe bien de ton côté. Je pense que là, il va falloir aiguiser notre discernement. Ça va commencer à bouger sévère. De toute manière, il y a aussi l'entrée de Neptune en bélier. J'ai fait l'analyse. Tu pourras retrouver... Je pense que je vais te mettre le lien, tiens, dans la barre de description, le lien de cette analyse précise. Donc, Neptune qui rentre en bélier. J'ai aussi analysé Saturne qui rentrera aussi en bélier très prochainement. Donc, n'hésite pas à jeter une oreille. Si tu souhaites te former à l'astrologie, n'hésite pas à jeter un œil à mon site internet Astréjoyaux. Tu trouveras les liens en barre de description. Tout y est. Tu peux apprendre à analyser ton thème de naissance. Tu peux aussi apprendre à lire un thème avec les lunettes de l'astrologie karmique. Donc, n'hésite pas. Je suis très heureuse. J'ai vraiment de bons retours sur mes formations. Il faudrait d'ailleurs que je mette à jour même les pages de vente pour pouvoir insérer les retours directs de mes élèves, en fait. Donc, vraiment, n'hésite pas. Aussi, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter. Le lien sera en barre de description. À chaque fois que je fais des ouvertures de prestations, c'est par ce biais que je vous préviens. D'ailleurs, c'est le seul endroit où je préviens. Donc vraiment, n'hésite pas à t'y abonner. Fais attention aussi parce que souvent, vous me réécrivez derrière. Mes mails arrivent dans vos spams ou dans vos trucs de publicité. Bon. Donc, n'hésite pas à noter mon adresse mail comme étant une adresse mail sûre. De toute manière, clairement, je ne vous spamme pas. J'envoie pas beaucoup de mails et quand j'en envoie, assurément, c'est utile. Il y a de l'information utile à l'intérieur. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter. Et puis, c'est aussi par ce biais que, voilà, parfois, je vous pose des questions, je vous questionne, je vous envoie des sondages, je réadapte aussi mes prestations, le fond et la forme grâce à vos retours. Donc, l'échange est de toute manière très important pour moi. Bon, je suis Verseau, donc évidemment, ça fait partie des choses les plus importantes pour moi. C'est tout pour moi. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. Et comme toujours, prends grand soin de toi.